c'est bien que tu as montré que ça ne concernait pas que la médecine, finalement, ça sera peut-être plus inquiétant en dehors de la médecine, effectivement, que pour nous, et notamment l'IA et politique, l'IA et police, armée, etc. Parce que l'IA va être utilisée aussi par les armées, ça c'est clair. On va essayer de... Je vous remercie d'être restés tous jusqu'à la fin, ce qui n'est pas évident. Je vais essayer d'aller relativement vite, même s'il y a beaucoup de diapositives, parce que finalement, on a déjà pas mal discuté de tout ça un peu ce matin. Et puis il y a quelques points qu'il faut retenir, mais effectivement, tout ça, ça pourra être changé avec les évolutions sur l'IA ou d'autres choses qui vont arriver. Et par exemple, il y a 4-5 ans, on n'avait pas prévu l'arrivée massive des centres de santé, par exemple. Et certains prévoyaient que ça allait vraiment tout bousculer, et puis qu'aujourd'hui, on serait à 40-50% de l'ophtalmologie qui serait déjà dans les centres de santé. Alors, juste un rappel, vous savez que la DREES, c'est pour montrer la qualité des prévisions d'une façon générale. En 2009, c'était pas si longtemps, il y a quand même 13-14 ans, prévoyait qu'en 2025, donc dans 2 ans, on serait 3500. Et là, vous voyez qu'en fait, en 2011, on était 5760 et en 2023, on est 5749. Malgré toute l'augmentation que vous voyez des générations d'ophtalmos qui sont arrivées à l'âge de 65 ans, qui auraient dû effectivement conduire à avoir 3500 ophtalmos prochainement. Et en fait, ça a pu être évité grâce notamment au fait que le cumul emploi-retraite et puis que les ophtalmos travaillent de plus en plus tard, parce qu'on a validé beaucoup d'étrangers, parce qu'on a quand même fini par former un peu plus d'ophtalmos qu'avant, même si ce n'est pas suffisant. Et puis ce qui fait que les dernières années, là, on a réussi à équilibrer en fait les entrées et les départs. Vous voyez qu'en 2018-2019, le pire des départs, ça devait être entre 2018 et aujourd'hui, 2023. On a réussi quand même à peu près à équilibrer les choses, sauf en 2021, au moment de la pandémie, donc après les confinements, où là, il y a eu un excès quand même de départ en retraite, puis une cessation d'activité. Probablement, il y a des gens qui se sont dit, il est temps d'arrêter. On a même vu des gens entre 50 et 60 ans s'arrêter, ce qu'on ne voyait jamais auparavant. Et donc, le pic de départ qui était plutôt prévu en 2023, il a eu lieu en 2021, ce qui fait qu'en 2022, il y a un peu moins de départs, même si on a des taux relativement élevés. Et en 2023, quand on a eu les chiffres ces dernières semaines, on était à 227 départs en retraite contre 282 donc en 2021. Donc, contrairement à ce que disent encore les pouvoirs publics, l'adresse, on n'est pas du tout dans une situation qui va encore s'aggraver dans les prochaines années, mais plutôt on a dépassé le pic, et c'est sûrement vrai également pour les autres spécialités, pas seulement pour l'ophtalmologie. La médecine générale est plutôt décalée d'1 ou 2 ans en arrière. Donc il est probable que d'ici... eux, ils auront plutôt le pic en 2024 ou 2025. Les prévisions de départ, ce serait probablement autour de 200 l'année prochaine, et après 180, et puis progressivement on va se rapprocher de 250. Là vous avez le cumul emploi-retraite qui est à peu près stable depuis quelques années. Pour la première fois cette année, ça a légèrement baissé, très peu, et là vous avez la répartition, il est maximum entre 67 et 71 ans. En bas vous avez les femmes et en bleu les hommes. Mais ça va commencer à baisser sérieusement à partir de l'année prochaine, et il va diminuer. Ce qui a surtout diminué sur les dernières années, c'est les effectifs des ophtalmos au-delà de 62 ans qui ont continué sans être en cumul emploi-retraite, qui ont cherché à avoir plus de trimestres validés, puis pour augmenter leur retraite. Et vous voyez que ça commence sérieusement à baisser. Là, entre le maximum, c'était 2020, et depuis 2020, ça baisse. Et la conséquence, que je vous dis ce matin, c'est que depuis 2017, on a un rajeunissement des ophtalmologistes libéraux qui sont ici en vert, et ça va continuer, probablement encore une dizaine d'années, donc on va passer dans 5 ans probablement sous les 50 ans, donc on n'est plus du tout dans une profession vieillissante comme c'est encore dit. On a eu il y a quelques semaines la CNAM qui voulait sortir un rapport sur les ophtalmologistes libéraux et puis commencer à dire une population très masculine et vieillissante. Alors on dit mais c'est tout à fait le contraire de la réalité. Et donc là, ils ont décidé de refaire complètement leur rapport. Ils nous l'ont annoncé il y a quelques semaines, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient un peu décalés par la réalité. Vous allez voir aussi pourquoi. Bon, en tout cas, actuellement, on a eu... Alors pourquoi, vous voyez ici, comprenez pourquoi on a compensé en partie, en tout cas, les mauvaises prévisions de l'adresse. On était à peu près un peu moins de 600 ophtalmos travaillant après 65 ans, là, en 2013, et actuellement, on est passé à 1450.
C'est la dernière année où ça augmente, et puis à partir de 2024, ça va baisser. Alors, on sera probablement à 800 en 2030. Et là, sur cette courbe qui compare les ophtalmos de moins de 60 ans, donc c'est les forces vives actuelles et puis à venir, et ceux de plus de 60 ans, vous voyez qu'il s'est passé quelque chose d'important en 2019, puisque jusque-là, on est pratiquement un équilibre entre les deux, et là, brutalement, depuis, l'écart s'accroît, donc ça, c'est les libéraux, et vous voyez que très rapidement, la part des plus de 60 ans est en train de se réduire par rapport aux moins de 60 ans. Donc, on est vraiment dans un rajeunissement rapide, qui est un peu moins rapide pour l'ensemble de la spécialité, parce qu'il y a les ophtalmologistes salariés, donc il y en a deux sortes. Il y a ceux qui sont les hôpitaux qui sont plutôt jeunes et qui vont s'installer ensuite, ou qui vont devenir hospitaliers définitivement. Et puis vous avez tous les retraités qui ont été recrutés par les centres de santé ou des structures poussées par des financiers, et qui ont une moyenne d'âge qui dépasse 60 ans. Donc beaucoup plus que celle des moyenne d'âge des orthoptistes, des ophtalmos libéraux ou des hospitaliers. Mais bon, enfin, on voit le même phénomène quand même, c'est en train de s'écarter les deux courbes. La conséquence, c'est que notre pyramide des âges, qui était une catastrophe il y a 6 ans, qui ressemblait à une croix de Lorraine, là, vous voyez que 7 ans après, elle a complètement changé, on est plutôt sur une colonne, avec un équilibre qui est actuellement bon entre 30 et 65 ans. Mais dans 3 ans, on aura un équilibre parfait entre 30 et 70 ans. Et à quel point ça peut changer rapidement une pyramide des âges. Ça peut paraître étonnant, mais parce qu'en fait, là, il y a le renforcement à la fois des jeunes ophtalmos, mais également des étrangers qui sont venus finalement renforcer toutes les strates. Et une évolution majeure aussi, c'est que vous voyez qu'en dessous de 45 ans, vous avez autant de femmes que d'hommes. Ça, c'est vraiment une évolution nouvelle, qui d'ailleurs opère actuellement autant que les hommes. Donc c'est très différent de ce qu'on avait auparavant, même si globalement, pour une spécialité chirurgicale, on était plutôt une spécialité qui... il y avait beaucoup de femmes. Donc, globalement, bon, quand vous demandez à la CNAM, vous êtes de moins en moins nombreux, puisque vous étiez 5000 ophtalmos en libéral en 2015, plus que 4400, 4500, disons, en 2022. Mais en fait, ils ne tiennent compte qu'uniquement des ophtalmos qui ont leur cabinet et qui prescrivent en leur propre nom. En fait, comme il y a beaucoup de cumuls en retraite et de remplacement, en fait, la diminution elle est beaucoup moins importante en réalité pour les libéraux. On a une baisse de 3% depuis 2015 et non pas de 11%. Et ça va s'inverser, c'est la dernière année où ça baisse en fait. Probablement l'année prochaine ça sera stable et puis après ça va partir dans l'autre sens. Donc les prévisions qu'on pourrait faire vers 2030, c'est qu'on ait 4900 ophtalmos libéraux, à peu près le niveau qu'on avait en 2015-2016, et 1000 salariés en plus, avec une réduction progressive des salariés en fait dans les structures, dans les centres de santé, donc les salariés relativement âgés. Les orthoptistes, comme vous le savez, on a beaucoup augmenté leur formation. On est autour de 500 550 postes gouverneurs numerus clausus, avec une perte qui semble être de 15 à 20% entre la première année et l'installation, ce qui fait qu'on a plutôt 400 nouveaux orthoptistes qui arrivent tous les ans sur le marché. Donc ça va augmenter pendant encore longtemps. Actuellement, on est plutôt autour de 6200, 6300 orthoptistes. Ça dépend comment on les compte, parce que le fichier Adélie n'est pas très fiable. Mais on arrivera à peu près à 9000, 9500 orthoptistes en 2030. Et avec un croisement des courbes, c'est-à-dire qu'il y aura plus d'orthoptistes salariés dans les cabinets que d'orthoptistes libéraux. Et nettement plus si on rajoute les hospitaliers. Donc 9400 orthoptistes en 2030 et donc 5300 salariés probablement. Là, c'est le développement du travail aidé, on en a parlé ce matin. On va arriver, si on regarde les zones ophtalmos qui sont à 94% en travail aidé, on sera probablement entre 90 et 95% d'ophtalmos en travail aidé en 2030. Et plus donc les autres aides. Actuellement, on a à peu près 5200 aides en tout, dont 2400 orthoptistes. Ça ne pourra pas monter de plus de 10% par an
pour les orthoptistes salariés. Donc on sera probablement autour de 4000 orthoptistes salariés dans les cabinets vers 2030, et autant finalement de salariés, assistants médicaux, infirmières et opticiens. Donc à peu près moitié-moitié. Actuellement, on est à 1,46 aides en moyenne pour les ophtalmos qui sont travail aidés. C'était un 36 l'année dernière et on voit que ça monte à peu près de 0,1 tous les ans. Donc on arrivera autour de 2, peut-être un peu plus en 2030. D'où le modèle qu'on pousse depuis longtemps d'avoir 2 assistants par ophtalmo, dont un sera orthoptiste et l'autre il sera autre chose en moyenne. Alors, dans ce temps-là, que vont devenir les centres de santé? Bon, vous avez vu que la loi n'est pas encore en application. En fait, actuellement, tous les déconventionnements, c'est lié au mécanisme de l'assurance maladie, mais pas la nouvelle loi, à peu de choses près en tout cas. Donc tout ça, ça va rentrer en application surtout en 2024. Et puis, normalement, dans le PLFSS, il doit y avoir des moyens de contrôle qui seront alloués aux ARS. En tout cas, c'était le but proposé par la loi. Et vous savez que les dépenses de santé pour les centres de santé sont passées de 2% du total en ville à plus de 13% en 2021. On n'a pas eu les chiffres 2022. Donc c'est une évolution quand même considérable. Donc je pense qu'on a quand même des chances que ça revienne en dessous de 10%. Malgré ce que le modèle de centre de santé qui sera efficient, il reste à inventer. Parce que jusque-là, les centres de santé qui faisaient de l'ophtalmologie, avant les dérives, étaient peu nombreux et ça ne marchait pas très bien. Puis vous avez vu que certains centres classiques comme le COSEM posent maintenant aussi des problèmes. Les autres déviances qu'on a constatées depuis quelques années, vous savez qu'on est en procès depuis très longtemps avec le OFTA, on arrive normalement au bout, là, on va repasser la troisième fois en cassation. Donc normalement on aura une jurisprudence très, très solide après. Il y a aussi la succursale qui est à Agen qui va repasser en appel là, prochainement. Donc on espère qu'après ça sera la fin de toutes ces procédures qui sont absurdes depuis des années. Simoptique est clairement aussi... Alors Simoptique, c'est aussi Lileo, c'est un peu comme Ophtalmo.io qu'on a barré. Tout c'est dans le collimateur. Et si vous avez bien lu le rapport chargé produit, donc sans le dire, il les vise également. Donc on peut espérer que ça soit également barré. Après, pour les téléconsultations en magasin d'optique, on voit bien qu'il y a plus de flottement par des pouvoirs publics en se disant on ne va pas tout interdire quand même. Pour l'instant, c'est des volumes très très faibles. En un an, c'est 5000 personnes chez Afflelou et Thyssen, ça pourrait pareil. Je ne vois pas comment ça peut fonctionner à terme parce qu'il n'y aura pas les ophtalmos nécessaires. Alors, sauf à dériver complètement, je ne vois pas très bien comment le développement pourra se faire avec des dizaines et des dizaines de postes installés. En tout cas, ça pose toujours le problème de la financiarisation dont on a parlé ce matin. On avait identifié 5 vagues de financiarisation. La première, ça a été Point Vision. Et je pense qu'il y a encore des évolutions qui vont se faire au niveau de Point Vision, notamment lorsqu'il y aura le départ de son créateur, fondateur. Après, il y a eu les centres de santé, donc là, ça a pris quand même Alors, Point Vision, actuellement, c'est un peu moins de 5% du budget de l'ophtalmologie de ville. Les centres de santé, ça montait beaucoup plus rapidement, puisqu'on est arrivé à 13%. Ophtalmo.io, ça a été bloqué par la justice. Les magasins divers et variés, pour l'instant, c'est des volumes très faibles. Ça ne devrait pas normalement aller très très loin, ou alors il faut vraiment qu'il y ait une dérégulation du système. Mais le vrai problème, c'est ce qui a été évoqué ce matin, c'est le rachat en fait de cabinets par des investisseurs. C'est ce qui arrive dans d'autres pays. Par exemple, en Allemagne, il y a déjà 20% des cabinets qui ont été rachetés par des fonds d'investissement britanniques, en utilisant un système qui ressemble un peu au centre de santé, quoi. C'est les MVZ, qui est un modèle apporté de l'Allemagne de l'Est, en fait. Alors l'objectif quand même qu'on peut avoir, c'est que tout ça, on arrive à le limiter à 20% des soins de ville pour que la médecine libérale, finalement, qui montre quelques intérêts majeurs, notamment la pertinence des soins, ça pourrait quand même pousser les pouvoirs publics à
à voir la médecine libérale d'un œil meilleur qu'il y a quelques années. Alors, à côté de ça, alors est-ce que, on dit toujours les besoins augmentent, etc. Il faut quand même savoir qu'on est dans un changement démographique global majeur pour les pays européens, dont la France, et on a une chute très rapide de la démographie, des naissances, puisqu'on est passé de 700, on était même à 830 000 il y a une quinzaine d'années, on est passé à 723 000 en 2022, on devrait probablement passer sous 700 000 naissances dans les prochaines années. Et parallèlement, le nombre de décès augmente. On pourrait dépasser 700 000 également dans quelques années, ce qui fait qu'on n'aurait plus de croissance, en fait. On n'aurait plus du tout de croissance de la population, sauf à relancer l'immigration. D'où d'ailleurs un des motifs de la loi immigration. Ce qui fait qu'en fait, du coup, ça augmente le turnover, c'est-à-dire entre les nouveaux patients et ceux qui disparaissent du système. Ça va diminuer en fait la demande, curieusement, parce que ceux qui partent, ils consomment 2 fois plus de soins que ceux qui arrivent. Et ça peut expliquer en partie pourquoi les délais de rendez-vous ont baissé ces dernières années aussi. En tout cas, depuis ces dernières années, on a vu que les ophtalmos étaient capables de produire à peu près 600 000 séances de plus par an. Donc ça, c'est grâce notamment au travail aidé. Et donc ça va être accru probablement par les changements démographiques. Et puis à quoi il faut rajouter actuellement à peu près 200 000 patients de vue tous les ans en plus par les orthoptistes et qui risquent d'augmenter avec les nouvelles prérogatives qu'on leur a données. Donc on pourrait se retrouver rapidement à 800 000 900 000 séances en plus. On va en reparler juste après. Alors juste là pour vous montrer que les prévisions des pyramides des âges, en France, vous voyez que la population globale ne va plus beaucoup augmenter en dessous de 70 ans, elle va même plutôt se réduire, parce que ce qui est prévu, la seule chose qui augmente, c'est les plus de 70 ans. Donc les plus de 70 ans, c'est des personnes qui présentent normalement des pathologies vraiment médicales et qui vont devoir besoin des médecins. Alors il y a des différences suivant les pays. Vous voyez que par exemple, l'Italie, c'est catastrophique, hein. Non seulement il y a beaucoup de vieux, mais toute la population moyenne et jeune, elle se rétrécit, quoi. Le Royaume-Uni, à peu près la même pyramide des âges que la France, et le vieillissement de la population, il va continuer bien sûr, mais il n'est pas plus rapide que ce qu'on a vécu depuis 10 ans. Donc depuis 10 ans, on a réussi quand même à faire face à la situation. Et donc globalement, on peut estimer qu'on ait des besoins de l'ordre de 130 000 nouvelles prescriptions optiques, en fait, des nouveaux porteurs par année. Il faut qu'on enlève ceux qui meurent et ceux qui arrivent, enfin, les presbytes qui arrivent. Et pour le reste des besoins, on serait autour de 400 000 par an avec les cataractes, les IVT, etc. Et donc tout ça, c'est moins que les 700 ou 900 000 séances supplémentaires qu'on pourrait produire les ophtalmos et les orthoptistes. Donc c'est pourquoi la situation est loin d'être certain qu'elle s'aggrave, au contraire. D'autant plus que les besoins optiques, ils sont, comme on l'a évoqué ce matin, globalement satisfaits, même s'il y a peut-être des petites niches qu'on peut améliorer. Et parallèlement, il y a donc des évolutions dans l'organisation des cabinets. On a encore beaucoup de cabinets qui sont avec des ophtalmologistes en mode solo, à peu près 38%, mais ça diminue régulièrement. Et probablement, si on regarde comment exercent les jeunes, on va sans doute se retrouver à peu près à 15-20% qui seront dans des cabinets seuls dans une dizaine d'années. Et donc même en 2030, on pourra 75% des ophtalmos en cabinet de groupe. Ce qui veut dire qu'il y aura à peu près 1000 cabinets solos qui vont fermer ou disparaître. Et on voit bien que ces cabinets sont essentiellement dans des villes moyennes ou petites. Et ils sont rarement maintenant actuellement les grandes villes, puisque les grandes villes, il y a surtout des cabinets de groupe, ce qui fait qu'on ne pourra pas les remplacer par la télémédecine. Donc ceux qui proposent des postes de télémédecine uniquement, ce n'est pas ça qui va remplacer les 1000 cabinets avec une population relativement âgée qui a l'habitude de consulter en présentiel. Donc il faut vraiment développer des sites secondaires avec des ophtalmos qui se déplacent réellement. Parce que ça n'a aucun sens de croire qu'on va arriver à remplacer ça uniquement par la télémédecine. D'autant plus qu'il va encore falloir aussi essayer d'améliorer la présence des ophtalmos. Là, il n'y en a pas beaucoup actuellement.
Donc il y a un double mécanisme. Il faut non seulement combler les zones sous-dotées actuelles, mais également celles qui vont se créer avec le départ des ophtalmos qui exercent seuls. Donc c'est d'où l'intérêt, enfin d'où l'importance finalement des négociations conventionnelles qui s'annoncent. En plus, on pourra effectivement se des orthoptistes. Vous savez qu'on n'a pas que des orthoptistes qui sont prescrits actuellement, puisqu'on a des protocoles organisationnels qui sont maintenant opposables. Il faut savoir qu'ils sont rentrés dans la NGAP, donc on peut vous les demander en cas de contrôle. Et d'ailleurs, on va travailler sur des protocoles génériques pour essayer de simplifier un peu les choses, du moins en présentiel. Bon, il y a les protocoles à distance qui ont été annoncés ce matin. Là, la prescription optique, la primo-prescription optique, personnellement, je pense qu'elle a beaucoup plus de chances de se développer dans les cabinets d'ophtalmo, où on dévie une partie de la demande vers les orthoptistes en question, que dans les orthoptistes libérales, où il va falloir vraiment créer le flux. Et puis gérer les contre-indications, et puis également avoir une notoriété à acquérir, ce qui n'est pas actuellement le cas des orthoptistes dans la population. Lorsqu'on fait des enquêtes, on voit que la plupart des patients ne savent pas encore ce que c'est vraiment l'orthoptiste et quelles sont ses possibilités. Tout ce qu'on pousse en fait depuis maintenant plusieurs années, puisque la première fois que ça a été mentionné, c'était quand même dans le rapport IGAS de 2015, qui est le pôle d'ophtalmologie libérale, qui a un cabinet de groupe avec plusieurs sites où les ophtalmos peuvent passer d'un site à l'autre, un peu ce que font d'ailleurs les radiologues actuellement, avec maintenant de plus en plus de possibilités finalement d'exercice sur les sites secondaires avec les orthoptistes, que ce soit pour la rééducation, pour le présentiel. Il ne faut pas oublier que dans les zones sous-dotées, il n'y a pas d'orthoptistes en général, donc il n'y a pas d'offre de rééducation non plus. Voilà, bien sûr, il faut travailler avec les orthoptistes existantes et puis en ville et puis les magasins d'optique. Pour les opticiens, vous avez peut-être vu ce matin que c'est pas simple. Ils ne sont toujours pas d'accord entre eux sur beaucoup de sujets. Et il y a la concurrence exacerbée fait qu'ils ont beaucoup de mal à se mettre d'accord sur des projets communs, en fait. Voilà, en tout cas, il faut, à mon avis, pour résister aux financiers, le meilleur moyen, c'est effectivement que les ophtalmos développent des pôles qui fassent du territorial et arrivent. Parce qu'on voit bien que, notamment les centres de santé, pour l'instant, ils ont été incapables d'aller vraiment sur des zones sous-dotées. Ils avaient besoin de grosses agglomérations pour pouvoir exister. Et ça sera sans doute le cas pour encore pas mal de temps. Donc il n'y a que les médecins libéraux qui sont capables, en fait, de mailler actuellement le territoire. Voilà, et puis en l'IA, Jean-Michel vous en a parlé. Bon, c'est la grosse inconnue à quel point ça va bouleverser les situations. Le vrai problème, c'est qu'on voit que derrière les IA, il n'y a pas l'IA, il y a des IA. Et dans chaque IA, il y a des filtres qui sont très humains, qui sont posés pour pas que les IA fassent n'importe quoi ou disent n'importe quoi. ChatGPT, c'est plein de filtres. Donc, on peut mettre des filtres également pour dévier un peu le résultat. Donc, et finalement, il n'y a que le médecin qui pourra être le garant de la qualité vis-à-vis du patient dans l'utilisation de l'IA. Il faudra bien qu'il fasse confiance à un humain, en tout cas, d'où le garant humain qui est mis en avant actuellement. Mais bon, tout ça, ça peut être bouleversé, puis peut-être d'un pays à l'autre, ça sera différent. Alors, les robots, tu n'as pas parlé du robot, notre ami Michael Assouline. On verra bien ce que ça donne, mais il est un peu inquiétant lorsqu'il dit, par exemple, quand il a 80 ou 90 données, il arrive en 15 secondes à avoir le résultat, quoi. Bon. Et puis, bon, il y a toujours des champs à reconquérir. Bon, le diabète, on en a parlé, mais on n'est pas si mal que ça, contrairement à ce que... Et peut-être qu'on est mieux que ce qu'on dit, même. Pour les enfants, bon, c'est en cours. Les EHPAD, ça, c'est un vrai problème. Il y a 3 ans, tout le monde se foutait des EHPAD. Et puis depuis, il y a eu le Covid, il y a eu le scandale Orpea. Maintenant, il y aura peut-être le scandale dans les crèches, vous avez vu. Et alors, il y a 2 choses qui, actuellement, sont sans doute sous-développées en ophtalmologie. C'est la chirurgie réfractive et puis la chirurgie plastique orbitopalpébrale. Donc, il semblerait qu'il y a un regain d'activité dans ces domaines-là. Ce qui est possible, c'est parce que s'il y a moins de délai, les gens s'intéressent plus à ça.
Et il y a aussi un projet qui pourrait être poussé en ophtalmologie, ça serait progressivement, vous avez vu que 75% des gens portent des lunettes, peut-être on a les moyens en fait à l'avenir peut-être de diminuer la dépendance de la population vis-à-vis des lunettes. Et c'est peut-être un projet de santé publique qu'on peut avoir, que ce soit chez les enfants avec la frénation de la myopie, la chirurgie réfractive chez les adultes jeunes. Et quand même, il y a beaucoup d'adultes qui ont peut-être cataracte, qui portent plus de lunettes, ou très peu. On a dépassé 1 million d'interventions de cataracte l'année dernière. Et ça va monter probablement jusqu'à 1,3 million, et puis après, il y aura un plateau vers 1,4 million. Et voilà, donc on a quand même une filière efficace, avec des délais de rendez-vous en voie de résorption, des perspectives finalement qui ne sont pas si mauvaises que ça, puisque globalement, on a fini de descendre au niveau démographique, et puis on a de plus en plus d'aides. Vous voyez que les aides, finalement, on pourrait même peut-être les doubler d'ici 2030. Donc on peut faire des guichets vraiment qui sont quasiment incontournables pour la population, et qui prendraient en charge tous les problèmes médicaux et optiques de la population. Donc, ce n'est pas les médecins qui seront la variable ajustable, ça c'est quasiment sûr. Par contre, avec l'IA, on peut se demander si, dans certains cas, il n'y aura pas trop de paramédicaux dans certains domaines. Donc, l'objectif, c'est quand même de garder la responsabilité et la direction des structures d'ophtalmologie, garder l'éthique, la pertinence et l'indépendance, parce que l'éthique et la pertinence, c'est ce qui fera la différence avec les autres. Et je pense qu'on a quand même les moyens de résister aux sirènes de la financiarisation. Mais ça, c'est un vrai débat interne à la profession.